7e table de la quotidienne en partenariat avec Avis et la PST. Vive la rentrée et quel plaisir de vous retrouver pour faire le point de ce qui s'est passé cet été. Quelles sont les destinations en France ou bien alors à l'étranger qui ont cartonné ou pas? Quels sont les faits marquants de notre industrie ou les premiers feedbacks des consommateurs sur ce qu'ils ont vécu cet été? Pour faire le point de cette saison estivale, je reçois aujourd'hui Consuelo Liuba. Bonjour Consuelo, bienvenue. Tu es chargée d'études à l'Office espagnol du tourisme. Oui. Je reçois également Guillaume de Marcillac, directeur général de Travel Factory, spécialement Locatour pour cet été, n'est-ce pas? Tout à fait. Bienvenue. Bonjour Myriam. Bonjour. Prakit Saiporn, chargé d'études à l'Office national du tourisme de Thaïlande. Bonjour Montréal. Merci de nous avoir rejoints, Prakit, aujourd'hui. Merci. Et bienvenue, c'est la première fois pour toi aussi. Oui. Et enfin, Bernard Sabat, que je ne présente plus, mais que je vais quand même présenter. Bernard, tu es PDG de l'École supérieure de tourisme Viaticus, tu nous en parleras tout à l'heure. Avec plaisir, j'ai un de mes partenaires privilégiés ici et toi aussi, donc ça Parfait. tombe bien. Tu es également producteur d'émissions de voyage pour de nombreuses chaînes de télévision. Mhm. Tu animes de nombreuses conventions dans le monde du tourisme que Oui. tu connais parfaitement bien. Selectour au mois de décembre sur Jérusalem et puis aussi le groupe Salin à Parfait. Marrakech. Voilà. Parfait, donc tu connais vraiment bien les réseaux, les agences, leurs besoins. Et tu connais particulièrement bien les besoins des consommateurs puisque tu es chroniqueur et négociateur sur une chaîne de radio nationale qui est RTL. Avec Julien Courbet, oui, je suis tous les matins de 9h30 à 11h et je gère les litiges qui peuvent exister entre les consommateurs, les voyageurs, les compagnies aériennes, les hôteliers. La seule chose que je peux dire là au moment où je vous parle, c'est que je n'ai pas le moindre litige avec le groupe Travel Factory, donc je vais faire un bon déjeuner. Voilà, ça c'est déjà bon signe. Ça démarre très fort avec Bernard. On est chaud. Alors que l'activité hôtelière, d'après l'UMIH en France, a ralenti pour le mois de juillet, Airbnb a annoncé avec beaucoup de presse un record de réservation du marché français sur le site avec 8,5 millions de réservations françaises en à peine 3 mois pour les vacances d'été. Donc, je vais commencer par toi, Guillaume. Comment tu perçois, toi, la saison été et comment se positionne Locatour entre un petit déclin de l'hôtellerie et un grand boom du C2C? Oui, c'est pas une surprise de dire que pour Airbnb, le marché français est un des marchés les plus importants pour eux et que ça continue à bien se passer pour eux. Et c'est vrai que c'est une tendance de fond qu'on voit à travers l'ensemble des marchés, mais en particulier en France, qui est que le C2C se développe énormément, mais maintenant depuis un moment, donc c'est pas vraiment une nouveauté. Et dans cet environnement-là, nous, Locatour, on a vocation à tout à fait rentrer dans cette dynamique-là, parce que le métier en fait de Locatour, c'est de proposer des vacances aux Français avec un axe qui leur permet en fait de choisir dans une multitude d'offres des produits qui vont de produits C2C, qui sont donc des appartements qui sont mis en location par des propriétaires en général à travers une agence. Donc en fait c'est du C2C qui est relativement comme on dit, contrôlé et avec des niveaux de qualité de service qui sont quand même relativement normés. Jusqu'à des produits qui sont aujourd'hui le grand focus de Locatour, qui est les campings, qui en fait a connu de très gros développements ces dernières années. Et donc il y a pas mal d'enseignements à voir. Et donc entre le C2C et le camping, il y a les résidences de tourisme, il y a tout ce qu'on peut trouver, les hôtels clubs, exactement. Et donc on a vocation, nous, à avoir une offre relativement large avec un certain nombre de segments prioritaires. Okay. Voilà. Donc en un mot, et on va faire un petit tour de table sur comment s'est passée la saison. Comment ça s'est passé la saison concrètement pour Locatour? C'était une bonne saison été? Oui, alors c'est plutôt une bonne saison été. Il y a eu en fait un bon démarrage de pré-saison, on va dire. Et alors nous, on travaille en plus chez Locatour avec des canaux qui sont des canaux B2C, c'est-à-dire on vend directement aux consommateurs, ou des canaux B2B qui nous amènent à vendre à travers des comités d'entreprise ou à travers des partenaires notre offre. Et donc, en particulier sur tous les canaux comités d'entreprise, les vacances en fait se sont très bien portées, se sont vendues plutôt bien en début de saison. Après, il y a eu un peu un trou d'air en première moitié d'été.
et une fin de saison qui a été assez solide et assez avec des dernières minutes. Voilà, et ça, c'est les tendances de consommateurs qu'on observe d'année en année et qui sont de plus en plus dingues, entre guillemets, qui est qu'on a, dans notre industrie, on a des questions à se poser sur le fait qu'on a progressivement éduqué nos clients à attendre les bons plans de dernière minute, ce qui fait que chaque année qui passe, on perd quasiment un jour de durée moyenne de ce qu'on appelle de booking window, donc de durée moyenne de réservation entre le jour de réservation et le jour de consommation. D'accord. Et donc voilà un peu les grandes tendances. Après, on pourra rentrer peut-être pendant l'après-midi sur les produits, mais et en particulier, ce qui s'est beaucoup vendu chez nous, en tout cas, c'est beaucoup de camping. D'accord. Voilà. Consuelo, en Espagne, comment ça s'est passé? Mais pour l'instant, ça se passe bien, ça se passe tranquille pour nous. Je peux vous donner les chiffres qu'on a entre janvier et juillet 2019. Et sinon, les 3 premiers mois de la saison, mai et juillet. Et on est pour l'instant, on perd un petit peu. Entre janvier et juillet, ça a été presque 6 millions de Français qui ont voyagé. Déjà pas mal quand même, 6 millions de Oui, Français. Hein? c'est pas mal. Et on a une toute petite diminution par rapport à l'année dernière de 1%, 1,2% pour être exact. Donc on est très content. Vous expliquez comment justement que ce 1% existe alors que l'Espagne, logiquement, a pris des parts de marché justement sur les pays du Maghreb, que l'Espagne a été justement couronnée l'année dernière. Comment vous l'expliquez justement ce moins 1%? Qu'est-ce qui a fait que les Français vous ont un tout petit peu déserté? Justement le fait que la Tunisie, la Turquie et l'Égypte, qui sont vraiment notre 3 directs concurrents, ils sont revenus sur le marché français et du coup, ça fait que nous, naturellement, on perd un tout petit marge. Mais vraiment, on est très contents parce que sincèrement, un 1% sur justement une année précédente, que c'était magnifique et comme l'année précédente, l'année d'avant encore. Donc vraiment, on surveille le marché. On ne peut pas perdre tous les marchés, mais on est bien. On est bien. Et surtout, il y a une chose très, très, très importante, que c'est que la recette on n'est pas en train de perdre les recettes, mais au contraire, de l'augmenter. Et ça, pour nous, c'est vraiment super intéressant et super important. C'est vrai que c'est ce qui distingue le marché français, les hautes dépenses à l'étranger, finalement, selon les destinations. Tu observes ça aussi, Prakit? Il s'est passé quand tout va bien en Espagne, tout va bien aussi pour la Thaïlande, dans le sens que on a reçu beaucoup de touristes espagnols par rapport aux autres pays européens à ce jour. On regarde les chiffres en général sur la Thaïlande sur une année. On ne regarde pas vraiment sur, dans la partie mensualité. Mais bon, ça nous permet de constater que juin, pour nous, c'est quand même un bon mois pour nous d'accueillir les touristes français. Jusqu'à ce jour, on a les chiffres jusqu'à fin juillet. On est déjà à 470 000 de marché français. Sur 750 000 à peu près. 750 000. Maintenant, là, de janvier à juillet. Le gros des volumes, c'est plutôt... Les gros volumes, c'est janvier, février, mars. Voilà. Et après, c'est novembre, décembre. Ouais. Mais on a reçu quand même en 2015, 2016, 2017 des volumes importants pendant l'été. Mais comme vous savez qu'il y a un moment donné, comme notre collègue a parlé, ça revient de certaines destinations dans le marché. Dans l'été, il y a beaucoup de développement en Europe, et y compris en Afrique du Nord, donc les gens se déplacent ou partent plutôt en moyenne courrier. Donc ça permet aussi de partager Je pense pas que c'est... J'essaie de ne pas penser comme des destinations concurrence, mais je suis content de voir quand tout va bien partout dans le monde. Normalement, tout va bien partout, dans quelque sorte de la part du marché. Ça, c'est ce que je souhaite,
que si nous garderons la situation comme à ce jour, je pense chacun de nous peut profiter sans penser que oui, tu as perdu, tu as gagné. Non, je pense qu'il faut que ce soit comme ça tout le temps et je pense qu'on va essayer de maintenir le marché dans ce sens-là. Je profite de rebondir, Muriel, sur ce qu'il dit parce que moi je vois plutôt en accompagnement d'émissions de tourisme ou d'émissions d'aventure. Et je vous promets, moi qui vis ça dans la fabrication de ces programmes et la mise en place des partenariats, systématiquement quand ces programmes phares, qu'ils s'appellent Koh-Lanta ou qu'ils s'appellent les Pékin Express ou des émissions ou comme MyCorn, etc., toutes ces émissions-là, voire même les émissions de télé-réalité qui sont souvent décriées quant aux personnages, mais jappées sur la destination, eh ben, je peux vous dire que c'est un excellent moteur de communication pour la destination parce que les gens sont très friands de voir de belles plages, de beaux paysages et de découvrir les autochtones. Et je trouve ça formidable parce que je pense que pour moi, la Thaïlande en est le plus bel exemple. Ouais, comme vous dites, les Français ne voyagent pas comme les autres pays européens. C'est vrai, il y a des intérêts de la nature, de la culture, de partage et les découvertes, tout ça. Donc c'est vrai, quand on accueille les touristes français, on sait qu'on ne peut pas simplement offrir comme destination balnéaire. On fait souvent une combinée entre la visite culturelle et balnéaire. C'est pour cela, comme vous dites, quand les émissions comme ça ont été tournées en Thaïlande, souvent ils partent dans les zones vraiment, entre guillemets, non touristiques. Et notre gouvernement souhaite d'ailleurs cette année qu'on fasse la promotion sur les 55 provinces. Pour donner une opportunité pour les personnes qui connaissent déjà la Thaïlande comme vous, certains parmi vous, d'y retourner. Par exemple, il y a un hôtel où représente Muriel qui se trouve dans la province de Udon Thani. Je vous donne le nom aujourd'hui, mais peut-être vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais entendu parler. Donc, c'est les hôtels Saint-Tara. Voilà. Faire la pub au passage, ça m'arrive rarement. Et voilà, c'est des choses comme cela que nous souhaiterions ajouter dans les produits, car on sait que 60% des touristes français ont déjà visité la Thaïlande chaque année, donc on souhaite qu'ils reviennent et visiter la Thaïlande autrement. D'accord. Et toi, Bernard, quand tu parles avec les auditeurs, disons le consommateur final, allez-y, parce qu'autrement, on va mourir de faim. Comme Bernard va commencer, voilà, on a le temps de manger. Une bonne entrée. Merci Bernard. Est-ce que tu as entendu des destinations comme ça qui revenaient cet été en disant, voilà. Si on doit parler du bassin méditerranéen, la tendance de cette année, c'est le Portugal, ce qui est assez surprenant. Encore le Portugal, qui a encore pris des parts de marché parce qu'ils étaient très en retard par rapport à l'Espagne. Et que c'est vrai que les investissements financiers, voire fiscaux de l'Europe ont amené beaucoup de gens à investir sur cette destination à titre personnel, donc sur le plan professionnel et donc personnel, et automatiquement ça les a amenés en fait à venir eux en congé par rapport à cela. Donc ça c'était le premier point. Ça c'était à mon avis un élément important. Donc c'est vrai que le Portugal, les gens ont fait une pierre deux coups. On fait des investissements immobiliers entre janvier et mars, ces destinations, et sont venus en vacances cet été. C'est vrai qu'il y a eu de très beaux reportages avec 50 minutes inside sur la vallée de Douro et toutes ces régions vinicoles que personne ne connaît au Portugal, parce que tout le monde évidemment connaît Lisbonne, Cascais ou Porto, mais quand on va beaucoup plus bas, il y a des endroits incroyables, et c'est vrai que cette culture du vin, de la terre, quand vous parlez de retour aux sources, des racines, là, on voit qu'il y a eu un grand regain par rapport à cela. Et je pense que les compagnies low cost y sont pour quelque chose aussi, parce que donc, beaucoup de compagnies low cost ont opéré cet été, accompagnées évidemment des filiales d'Air France avec Transavia, qui ont boosté des destinations aussi bien en Espagne qu'au Portugal. Donc ça, c'est le bassin méditerranéen qui a fait vraiment un vrai positionnement. Et c'est vrai que la Turquie, en balnéaire cette année avec Antalya, et puis ce retour de la Tunisie en force, parce que on va dire que malheureusement et heureusement d'ailleurs les attentats se sont calmés, et donc automatiquement ça a amené un regain sur ces destinations, de revenir des professionnels sur ces destinations. Voilà, ça c'est ce que j'ai remarqué. Par contre, je vais vous donner un contre-exemple. Pour Israël, pour bien connaître cette destination, il y a une baisse d'activité de la clientèle en Israël, qu'elle soit, je dirais, familiale ou autre,
parce que justement cette destination a été concurrencée par ces nouvelles destinations, voire même Miami qui a concurrencé Israël cette année, où beaucoup de gens sont partis à Miami en vacances aux États-Unis et moins en Israël. Voilà, c'est vous dire que le changement, on le voit, alors que Israël et Tel Aviv particulièrement a mis des moyens de communication incroyables. Ils ont reçu, comme vous l'avez vu, l'Eurovision qui a été une vitrine incroyable pour beaucoup de populations de typologie, donc assez intéressante. Voilà un petit peu le marché tel que je l'ai vu moi. Maintenant, si on parle de litige, il est certain qu'on a un vrai souci aujourd'hui avec les compagnies low cost, et je le dis devant Consuelo avec beaucoup d'affection, mais c'est un vrai problème aujourd'hui. Ces compagnies aériennes basées à Barcelone ou ailleurs qui malheureusement ne donnent pas obligatoirement le traitement qu'attendent les passagers parce que tout est délocalisé là-bas et que personne ne parle français et que tout doit être envoyé par mail. Donc on ne parle plus qu'à des machines et on ne parle plus à l'humain. Et ça, c'est délicat pour les futurs voyageurs. On abordera sûrement tout à l'heure avec Muriel les défaillances de certaines compagnies. Mais je dis juste que là, il y a un vrai problème de fond. C'est bien d'amener des voyageurs, c'est bien de mettre des lignes, c'est bien d'ouvrir. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que le voyageur n'est pas du bétail et qu'il faut savoir lui parler, lui donner les bonnes informations. Et s'il y a des retards, lui expliquer pourquoi. Et si toutefois il y a des pannes, des problèmes, des soucis techniques, leur dire la vérité parce que la législation européenne est très ferme là-dessus. Et tout le monde joue à cache-cache et ça, ce n'est pas bien. C'est juste ça que je dis. Peut-être que j'envoie, voilà. La majorité de tes litiges. Oui, bien sûr. Et ce qui pose un vrai problème aux tour opérateurs aujourd'hui, car ils sont liés avec l'aérien. Pour sauf, certains. Ceux dont le cœur de métier est les vacances en voiture. Exactement. L'avantage, c'est que je vends la France et je suis écolo. J'ai un bilan carbone excellent parce que les gens vont en train ou éventuellement en famille nombreuse dans leur voiture, etc. Mais bon, mais tu as raison. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un vrai sujet sur les litiges. Et je pense que ça va être un vrai problème et c'est l'enjeu de demain. Moi, je le dis carrément parce que c'est nous qui vivons ça. C'est un enjeu considérable. L'enjeu écologique, c'est une chose, mais l'enjeu économique et de relations commerciales, satisfaction client, c'est un vrai drame. Je vous le dis parce que ça pénalise tout le monde. Les pays dont vous faites partie, d'accord, les clients et les tour opérateurs qui sont quelque part indirectement otages, puisque dès qu'on est dans cette notion de forfait, ils sont responsables de tout, puisque c'est la loi qui le veut en France pour l'instant. Donc ça va être compliqué. J'évoque juste ça qui est important. Il y a les agences de voyage qui, quand elles réservent un vol d'une part et un hébergement de l'autre part, sont aussi responsables de l'ensemble de leur vente. Si c'est positionné sur la même facture et oui, qu'il y a un lien juridique. Tout à fait. Donc c'est un vrai sujet. Ont souffert avec ces problèmes-là ou pas? Oui, bien sûr. Ils sont souffert. Mais le problème, c'est que pas de souffrir, qui est important, c'est qu'ils n'ont pas de réponse. D'accord. Et médiatiquement, quand nous on appelle, nous on a des réponses pour eux. Ce n'est pas logique que nous on fasse le job de se dire, et là je parle devant un tour opérateur qui fait très attention au service client, qui renvoie des mails à ses clients pour savoir comment ça s'est passé. C'est ça aujourd'hui la force d'un tour opérateur, c'est d'être très vigilant sur son capital client. Et j'ai peur que les compagnies aériennes aujourd'hui ne comprennent pas ça, et ça c'est le véritable enjeu. Parce qu'on a trouvé un facteur qui donne les effets sur les baisses, le nombre de touristes vers le long courrier. Un des facteurs, comme vous dites tout à l'heure, les gens sont sensibles à l'écho de la nature, donc ils voyagent souvent en France avec le train ou autre chose. Et aussi, il y a le développement des vols moyens courriers, là qui ont pris beaucoup de parts de marché, surtout pendant cet été, y compris également depuis au début de l'année. Je pense que tu as senti aussi que les gens voyagent de plus en plus en Europe. Oui, parce qu'il y a des meilleures connexions, on l'évoquait il y a quelques minutes, on voit bien Consuelo peut nous le confirmer, il y a tellement de compagnies aériennes entre la France et l'Espagne qu'on peut partir pratiquement de toutes les villes de France aujourd'hui avec les aéroports intermédiaires, comme on dit, qui vont amener des touristes évidemment en Espagne plus facilement. C'est les moyens qu'on met en place de connexion qui font que le marché est un peu concurrentiel pour vous. Mais sincèrement, je pense qu'il y a aussi un problème, et je l'évoque parce que ça nous servira dans la discussion, c'est le pouvoir d'achat. N'oubliez pas une chose, c'est que l'Europe est en difficulté sur le plan du pouvoir d'achat pour beaucoup de gens et de voyageurs. Voilà, et ça c'est important parce que pour faire du long courrier, c'est quand même un peu plus cher. On va en parler maintenant. Alors,
j'interviens encore sur ce que je connais aussi sur certaines de mes destinations. Et ce que j'ai remarqué en 2018, prouvé par toutes les statistiques de la Californie par exemple, c'est que de tous les pays européens, la dépense française était la plus importante. C'est-à-dire que le français, quand il va en Californie, dépense plus que l'anglais, l'allemand, le scandinave, l'italien et de loin. Et il voyage beaucoup plus avec ses enfants. Donc, le problème du pouvoir d'achat, je suis d'accord, des dépenses, ok, mais ça dépend, à mon avis, sur quel segment et sur quelle destination. Il y a des destinations qui sont un peu à l'abri de la crise, pour l'instant. Oui, mais mais peut-être la crise est-elle devant nous. La Californie et Miami, excuse-moi, pour être objectif dans l'analyse par rapport à la Thaïlande, parce on va volontairement prendre ce paradoxe, et ces deux destinations, ces deux parties du monde dans le voyage. Miami, comme tu le dis, c'est une destination protégée où les gens qui viennent ont déjà un pouvoir d'achat important, ils amènent leurs enfants, ils visitent des parcs, ils ont envie de dépenser, et ce qu'ils ne dépenseront pas en Europe ou en week-end en France, ils vont le mettre pour ses vacances exclusives aux États-Unis. C'est ça, ils l'ont déjà prévu. Exactement. Et ils vont pas faire ça chaque année, ils vont le faire tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc ce sont des objectifs différents. Mais si eux, ils dépensent, comme on a parlé tout à l'heure, en Europe, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'argent ensuite pour profiter des fois le long courrier aussi. Est-ce que, Guillaume, toi, tu as perçu une baisse du prix moyen cette année? Non, mais je pense qu'on parle de deux mondes différents. Et ça, c'est une des difficultés quand on parle du tourisme. C'est que quand on parle de long courrier, quand on parle de vacances en France ou même en Espagne, et lorsqu'on parle d'aller dans des hôtels 5 étoiles au bout du monde ou aller dans une résidence de tourisme à la montagne l'été, on est sur des budgets et des populations différentes. Et donc, moi, j'ai envie de parler plus de ce qui se passe en France. Mais après, on peut élargir aux discussions qu'on a commencées. C'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue volumétrie, la très large majorité des Français qui peuvent se permettre de partir en vacances restent en France ou restent dans des pays voisins, limitrophes, que ce soit l'Espagne, l'Italie, pour une raison de pouvoir d'achat. Pour des raisons de pouvoir d'achat. Oui, bien sûr. Pouvoir d'achat et aussi de la destination. Non. Pas du tout. C'est vraiment un vrai problème de pouvoir d'achat. Voilà, et culturel. Ça veut dire que la souffrance, les problèmes de compagnie aérienne qui n'a pas de contact humain, même si c'est affecté par rapport les achats de billets, ils s'en fichent parce que c'est. Je vais mettre un petit bémol dans ce que vous dites. Voilà. L'élastique et ça casse. Donc en fait, c'est là où je pense qu'il y a des choses intéressantes. Ces clients-là, on va les perdre sur le marché européen et ils vont revenir en France. Ça veut dire, c'est fini, je prends plus l'avion. Voilà. C'est insupportable, je suis traité comme du bétail. Donc s'il vous plaît, montrez-moi. Ah, j'ai du locatour, j'ai du camping de plein air, j'ai du 5 étoiles dans le camping du plein air. Pourquoi je vais continuer maintenant à aller en Espagne, au Maroc, en Tunisie, si on ne me respecte pas en tant que passager avec l'avion? C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre de grandeur, le panier moyen d'un client qui achète des vacances sur Locatour, ça va être une famille de 4,5 personnes, donc c'est déjà familial, c'est pas, et ça va être en moyenne 8,2 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens quand même qui partent 2 semaines en vacances, donc c'est une moyenne sur l'été en tout cas, c'est quand même relativement long, donc c'est 8,2 jours. Et par contre le panier c'est 570 €. Par dossier. D'accord. Okay. Donc on est sur des budgets. Alors bien sûr c'est de l'hébergement. Nous on n'est pas dans du tout compris et il n'y a pas de transport puisque les gens voyagent entre guillemets, se déplacent. Mais ça donne un ordre de grandeur qui montre bien qu'on n'est pas sur les mêmes budgets que des familles qui vont passer 15 jours à Miami. Je t'interromps, je te redonne la parole après. Est-ce que c'est le même budget moyen en Espagne? Écoutez, c'est pour nous, et ça c'est très très intéressant parce que c'est ce qu'on remarque cette année, c'est que notre destination maintient la rentabilité. L'Espagne maintient la rentabilité au niveau général, c'est-à-dire, vous savez que la tour opération représente que 10% du marché. Pour nous, 90% des Français vont à un voyage non organisé, 10% avec les tours opérateurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'on remarque que les tours opérateurs maintiennent les marges. La recette unitaire du paquet
continue à augmenter. Oui, absolument. Et j'ai les chiffres du CETO et pour l'Espagne en général, les prix moyens du paquet, c'est envers 800 € par l'Espagne, mais ce sont des chiffres... Mais voilà, il va y avoir... Ben oui, ce sont les chiffres généraux Si on du enlève CETO. 200 € de moyenne de l'aérien, on tombe au chiffre de 500 €. Justement. Et donc, moi, ce que pardon, allez-y. Non, je voulais compléter pour dire que nos statistiques du gouvernement montrent que, par exemple, la recette moyenne du français a augmenté cette année entre janvier et juillet en 3%. Donc, c'est la même chose. Avec un pouvoir d'achat qui n'augmente pas obligatoirement de 3% pour le français moyen, comme on dit. Mais en tout cas, mais c'est l'ordre de grandeur. Mais peut-être, comme le disait Guillaume et Consuelo, c'est qu'il part une seule fois au lieu de partir 3 fois et il dépense plus pour cette fois-là, alors qu'il dépensait 3 fois une fois avant. Les prix se tiennent. Voilà, les prix se tiennent. Par contre, moi, ce que je peux observer, puisqu'on a quand même des volumétries importantes, c'est que si on prend par exemple le segment du camping en France, donc de tout ce qui est pour techniquement l'hôtellerie de plein air, qui a connu un très fort développement ces dernières années, où on a maintenant de l'hôtellerie de plein air d'entrée de gamme et de l'hôtellerie de plein air très haut de gamme, vraiment qui s'apparente à des clubs de vacances avec énormément d'activités, d'animation et des produits très très qualitatifs. En fait, ce qu'on observe, c'est que les prix ont très fortement augmenté ces dernières années sur ce type de produits, et en particulier sur des produits qui vont de plus en plus vers du haut de gamme. Et on atteint aujourd'hui, à mon avis, d'un point de vue macro, on atteint des limites en termes d'élasticité prix des Français allant dans cette hôtellerie de plein air sur les produits haut de gamme. Parce qu'on se retrouve à des prix qui sont entre 1500 et 1700 € la semaine pour de l'hôtellerie de plein air, pour un mobil-home. Et en fait, on est donc sur des budgets qui se rapprochent en fait de locations de villas ou des locations ou des voyages plus importants. Et avec des activités, mais avec des activités qui sont importantes. On est d'accord. Enfants, tu parlais de famille. Mais ce que j'ai observé, en tout cas, ce que nous on observe cet été, c'est que l'entrée et le milieu de gamme se portent très très bien et continuent à présenter des très fortes croissances. Par contre, en plus, pour parler à différents acteurs, les acteurs qui sont positionnés le plus haut de gamme sur l'hôtellerie de plein air, qui ont eu tendance à pousser des augmentations de prix assez significatives, se sont retrouvés à devoir faire pas mal d'opérations de dernière minute pendant l'été. Voilà. Et donc, britannique, il y a un marché leader sur l'hôtellerie de plein air très haut de gamme. Oui, il ne s'est pas vraiment écroulé. Il y a plein d'inquiétudes autour du Brexit, mais en tout cas, moi, je n'ai pas d'indication sur le fait que... Après, il y a eu des modifications entre la Méditerranée et l'Atlantique qui a particulièrement bien performé pour des raisons surtout de température et d'expérience de climatologie. Voilà. Donc ça a joué, mais voilà. Mais donc on voit... Pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est quelque chose auquel je pense que nous devons, nous, acteurs du tourisme, être très attentifs. C'est que lorsqu'on est sur du tourisme s'adressant à la population la plus large possible pour offrir des vacances de qualité, je pense qu'il y a 2 sujets très importants à aborder. L'un, c'est cette problématique de prix et d'élasticité prix, où on a quand même des sujets de pouvoir d'achat importantes. Et l'autre qui est un sujet qui est plus autour de l'écologie. Et je pense que l'écologie et l'expérience. Donc on en parlera peut-être après. Mais en tout cas, ça c'est vraiment des temps. Et ça, je pense que ces 2 sujets-là, on peut les transposer à la Thaïlande ou à des voyages plus long courriers. Ou même si on est sur des sortes de prix différents, je ne peux pas m'imaginer qu'il n'y ait pas des problématiques d'élasticité prix aussi et d'arbitrage et des sujets autour de l'expérience et de l'écologie. Vas-y, Consuelo. Ouais. C'est ce que tu as dit, Bernard, on est le gouvernement, donc on va dire qu'on essaye de faire que tout... on va dire, on est... Les autorités gouvernementales du tourisme. Espagnol du tourisme, que c'est, on va dire, la représentation du gouvernement espagnol. Donc, on fait très attention à soigner très bien tout notre secteur touristique et surtout les touristes de tous les marchés, justement. Donc, c'est ce que tu as dit.
c'est vrai que cette année, il y a eu pas mal de problèmes avec des compagnies espagnoles de litiges. Bien sûr, Parce il ne faut pas hésiter à le dire, que Vueling, Volotea aujourd'hui, dans ce cadre-là. Que ça a compliqué un peu. Bien sûr. Mais je crois que la problématique à laquelle tu faisais référence, ça peut s'appliquer à toutes les compagnies low cost. Toutes les compagnies low cost, n'importe dans quel marché ils opèrent et n'importe quel drapeau ils ont. Je veux dire Oui. anglaise. Alors ça, Consuelo, c'est très bien de le dire parce que tu défends légitimement le pays dont tu es proche. Moi, mon métier, c'est d'être le plus objectif dans les litiges que je reçois. Aujourd'hui, je peux le dire, et j'adore l'Espagne, donc je peux le dire avec beaucoup de sincérité. Aujourd'hui, la politique qui est menée en Espagne de cette délocalisation des boîtes françaises achetées par les Espagnols est basée à Madrid ou à Barcelone. Je parle de Go Voyage pour ne pas les citer, Opodo, etc., eDreams, qui sont maintenant basés à Barcelone, que je parle de Vueling ou que je parle de Volotea ou Mr. Fly. Je veux dire, aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est qu'il y a des acteurs qui ne jouent pas le jeu. D'accord ? Quand je suis à la place de Opodo ou de Go Voyage ou je suis à la place de Mr. Fly, mais ils vivent un enfer parce qu'ils n'arrivent pas à entendre raison auprès des compagnies aériennes qui nous disent régulièrement dans les courriers qu'ils échangent avec les clients, faites un mail, écrivez-nous en Espagne, on suivra le courrier. Et pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de réponse. Moi, je le dis haut et fort, ça touche toutes les compagnies. Je suis d'accord avec vous, mais moi, je parle en statistiques. D'accord ? Aujourd'hui, les gens qui ne nous répondent pas en radio avec la médiatisation que nous avons, 2 millions d'auditeurs tous les jours, quand je vois que Vueling ne nous répond pas, que Volotea ne nous répond pas, quand je vois que quand il y a des litiges chez Go Voyage, Opodo, etc., malheureusement, ils ont parfois des difficultés quand il faut s'adresser au siège au niveau de Barcelone, je dis attention à la notion européenne. Il faut qu'on fasse des efforts parce que nos clients, français ou étrangers, peu importe, doivent être entendus, même si les tarifs sont bas. On a des obligations contractuelles et on doit respecter ses clients. Alors tout ça va à l'encontre, évidemment, peut-être des marques qui, eux, sont basées en France sur un certain tourisme. Mais je pense que le risque qui se passe aujourd'hui, et l'enjeu, il est là. Vous risquez les uns et les autres en Europe de perdre la clientèle à cause de l'aérien, pas du pays réceptif, car il est excellent. Bien sûr, mais du modèle aérien qui ne tient compte d'aucune législation européenne et qui pose un problème parce qu'ils ne répondent pas aux clients. Consuelo, il y a combien de pourcentage de la clientèle française qui vient en avion en Espagne ? Nous, sur ça, on est les pays, je veux dire, on est vos voisins. Et je dis que la Méditerranée espagnole, c'est, on va dire, la plage des Français. Oui. Donc, on a les grands pourcentages de la clientèle voyage en voiture. On a 65% de voyageurs français qui arrivent en voiture. Et 30% en avion. En avion, donc les city trips ou les courts séjours, etc.